Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'appui. Merci pour tout l'amour. Vous continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube et continuez, on vous encourage de continuer à le faire. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes audio. Vous aimez télécharger vos balados préférés. Ça augmente pas mal rapidement, Salim. On est très content. Puis on est content dans le fond de voir que ce qu'on fait, ça vous plaît. Puis si ça vous plaît, on va continuer à le faire. Salim, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Je suis très content de l'invité qu'on a aujourd'hui. Plus parce que, tu sais, la job que nous, on a faite dans le backstage de la politique, de rencontrer des gens qui connaissent ce monde-là et peut-être dans une autre époque, tu sais, des circonstances politiques différentes, etc., ça amène toujours des bonnes discussions. Ben, tu as tout à fait raison, George. Et puis, je te dirais même que en matière de coulisses du pouvoir, notre invité d'aujourd'hui, on est un des plus illustres acteurs. Et nous remercions Luc Lavoie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Luc. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir ici dans le studio. C'est sûr et certain qu'on va parler beaucoup d'un événement qui a bouleversé pas mal tous les Canadiens, je pense. Oui, c'est certain, c'est certain. La disparition de M. Mulroney a ému la majorité des Canadiens puis qui lui ont manifesté avec beaucoup d'amour. Et ces funérailles qui étaient d'ailleurs magnifiques ont lieu la semaine dernière. Luc, on sait que tu as été un très proche de M. Mulroney, tu es encore un très proche de sa famille. D'abord, nos condoléances, parce qu'on sait à quel point c'était une personne qui comptait énormément pour toi. Et aussi, c'est avec lui donc que tu as fait la politique. Oui, j'étais un journaliste politique à la tribune de la presse parlementaire d'Ottawa. Et puis en 86, j'ai fait le saut d'abord avec un ministre qui s'appelait Marcel Masse, qui est de regrettée mémoire. Il est décédé il y a 3-4 ans, je crois, à l'Énergie, Mines et Ressources, un ministère qui n'existe plus, ou il y a un autre nom, je ne sais pas quoi. Et puis, en 87, je suis entré au cabinet du premier ministre. Décembre 87, je pense. Et voilà, je me suis retrouvé au cabinet du premier ministre comme conseiller senior. On fait la campagne électorale de 88. Ensuite, je suis devenu le chef de cabinet adjoint du premier ministre. Un poste que j'ai occupé jusqu'à temps que je quitte pour aller dans un poste diplomatique en Espagne. Oui, à Séville. À Séville, voilà. Donc ça, c'était pour organiser organiser la délégation canadienne pour... c'était... L'exposition universelle de 1992. De 1992, c'est ça. Organiser n'était pas un mot qui s'applique ici, parce que c'était énorme. Oui. C'était de la plus grande exposition universelle jamais organisée. Alors le Canada avait une présence très, très forte. Le gouvernement avait mis le paquet. Le pavillon attirait, ça a été le pavillon numéro 1 de l'expo. C'était une aventure extraordinaire. Si jamais on vous l'offre, dites oui. Bon, on va retenir ça. Luc, premièrement, je veux juste retourner en arrière parce que initialement, à la base, vous êtes un journaliste. Oui. Donc, vous avez couvert la politique sur la colline à Ottawa? Sur la colline à Ottawa de 76 à 86. Donc, vous, dans le fond, vous avez quand même vu des événements exceptionnels, historiques, là, que nous, on apprend maintenant dans nos livres. Moi, 76, je suis devenu journaliste à Ottawa. Ça s'accroche plutôt à la victoire du Parti québécois. C'est ça. Moi, j'ai vu la victoire du Parti québécois à partir d'Ottawa. J'étais là pour les réactions de M. Trudeau et des autres. Oui, vas-y. Non, mais par contre, il y a eu d'autres choses à partir d'Ottawa, de voir un peu les réactions de la classe politique fédérale, notamment, par exemple, le référendum de 1980. Ça, c'est sûr que c'était quand même le premier référendum. Il n'y avait pas beaucoup de gens au Canada qui avaient vécu ça. Alors, de voir comment la classe politique d'un océan à l'autre réagissait, ça, c'est un des événements majeurs que tu as dû couvrir comme journaliste à l'époque. Le référendum de 80 lui-même, essentiellement comme journaliste, et qu'on couvrait les activités, dans mon cas, de Pierre Elliott Trudeau, qui a été le joueur dans le camp fédéraliste le plus important d'entre tous. C'est lui qui a fini par faire gagner
Ouais. Le nom, comme on disait à l'époque. Alors, Pierre Elliott Trudeau était au sommet de sa carrière. Il venait de gagner un gouvernement majoritaire. Il avait été battu en mai 79 par Joe Clark, mais en décembre 79, Joe Clark, son gouvernement a été défait au Parlement par un vote. Il était minoritaire. Alors, c'était M. Trudeau qui avait eu... Lui et son équipe avaient développé une stratégie où M. Trudeau faisait 4 interventions. Pas 6, pas 10, pas 12, 4 interventions. Très, très calculées. Il y en avait une, la première, c'était son discours à la Chambre des communes, où il étalait, si on veut, sa vision de ce qui se passait. C'était assez... M. Trudeau pouvait être, je parle du père évidemment, pouvait être le pire des orateurs, c'est-à-dire quand ça lui disait pas grand-chose, il lisait un texte comme n'importe qui pouvait le faire. Mais il y avait un autre Trudeau. Quand ça comptait, il devenait probablement un des meilleurs orateurs que j'ai jamais vu. Wow. Intéressant. Alors, tu as eu ce discours à Ottawa, tu en as eu un autre à Québec, je pense en tout cas. Mais je me souviens, les gens se souviennent, ceux qui étaient là, surtout de son discours du Centre Paul Sauvé. À peu près 8-9 jours avant le référendum. Ça avait été spectaculaire. C'était un des shows politiques les plus incroyables que j'ai jamais vus de ma vie. Et puis voilà, le non l'a emporté par 20 points. Il n'y avait pas d'équivoque. Ouais. On ne pouvait pas prétendre qu'on nous a volé, là, il avait perdu 60-40. On n'a pas besoin d'une loi sur la clarté référendaire, ça va pour ça. Mais alors, donc ça c'est 1980, on arrive à 1982. Bon, il y a le rapatriement de la Constitution. Constitution, on le sait parce que c'est encore d'actualité aujourd'hui, jamais signé par le Québec. Quelque chose qui était d'ailleurs resté en travers la gorge des nationalistes. Et attention quand je dis nationalistes, parce que c'est devenu un mot très galvaudé, mais des nationalistes, tant les non-sécessionnistes, donc les fédéralistes, donc la gang de M. Claude Ryan à l'époque, comme celle, évidemment, du premier ministre de l'époque, qui était René Lévesque. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, c'était unanime que le rapatriement de la Constitution devait se faire avec l'accord du Québec. Ouais. Ça restera toujours un sujet de discussion intense entre les historiens, parce qu'il y a suffisamment de temps qui s'est passé maintenant pour qu'on puisse parler d'histoire. Il y a plusieurs façons de regarder ça. D'une part, Trudeau était majoritaire à la Chambre des communes et sa majorité s'appuyait beaucoup sur le fait que sur les 75 sièges du Québec, il en avait gagné 74. C'est ça. Alors, c'est vrai que l'Assemblée nationale, par la suite, n'a pas approuvé et qu'il n'y a jamais eu de signature comme telle. Mais d'un autre côté, c'est pas l'histoire au complet. L'histoire au complet, c'est qu'il y a 74 députés du Québec. Oui. Sur les 74, mon souvenir, c'est qu'il y en a juste un qui a été dissident. Et puis les autres ont voté pour ça, en faveur de ce rapatriement et de cette nouvelle constitution. Alors évidemment, on pourra toujours dire, oui, mais l'Assemblée nationale, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait aucune présence du Québec dans la Constitution. Non. Je veux dire, les gens qui la négociaient, c'était Pierre Elliott Trudeau, député de Mont-Royal, puis son ministre de la Justice, Jean Chrétien, député de Shawinigan. Oui. Alors, c'est dans ça qu'on évoluait. Oh oui. Alors, la question est de savoir qui est plus représentatif des Québécois. Oui. Et c'est une question intéressante parce que il y avait un phénomène à cette époque, et moi je l'ai vécu sur le plan familial. Mon père était tout aussi fier d'aller voter pour Pierre Elliott Trudeau que d'aller voter l'année suivante pour René Lévesque. Oui. Et ça, c'était classique de ce qui se passait au Québec. Les deux représentaient deux pôles du rêve québécois. Un, qui était René Lévesque, un peu brouillon, fumait cigarette sur cigarette, avait peu à faire avec les mondanités, très québécois, très réflexe québécois. Alors, les Québécois se voyant en lui, ils se reconnaissaient. Mais ils regardaient Pierre Elliott Trudeau, puis
il se voyait pas en lui, il rêvait d'être comme lui. Wow. Alors, tu avais les deux pôles comme ça. Tu avais celui qui était le rêve des Québécois, nous allons devenir plus grands que nature et tout. Puis tu avais l'autre qui était René Lévesque qui disait, on est très heureux comme on est fiers de qui nous sommes. Ça a fait un débat intéressant, mais l'idée que le Québec a unanimement dit non. Ah non, mais c'est ça. Ça demande plein de nuances. Oui, non, tout à fait. Mais Il faisons y a la... peu de gens qui les font, les nuances. Non, absolument, tout à fait. La nuance est de moins en moins présente dans le débat public, effectivement. Luc, je suis bien d'accord avec ça. Puis, effectivement, mon idée de dire que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, avait dénoncé ça, c'était plus dans le sens que... C'est vrai qu'il y a eu un vote de l'Assemblée nationale qui était unanime sur une motion dénonçant le rapatriement. Exactement. Ceci est vrai. Et dans laquelle figuraient aussi des fédéralistes, donc pas nécessairement juste des souverainistes. Ça a commencé par Claude Ryan lui-même. Exactement, à commencer par Claude Ryan lui-même, exactement. Alors là, on fait un autre petit bond dans le temps. Alors, Luc, à la fin de cet épisode, tu jugeras de si on connaît assez bien notre histoire ou pas. Mais alors, on va faire un autre petit saut dans le temps, quand même, pas le moindre, 1984, 4 septembre plus précisément, élection de M. Mulroney avec le Parti progressiste conservateur. On parle de la plus large majorité de l'histoire du pays, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est quand même un symbole d'unité qui est quand même assez fort. Toi, à ce moment-là, es-tu journaliste? Oui. Je couvrais la campagne de M. Mulroney. D'accord. Dans son avion, là, comme on dit. Okay. À l'époque, j'étais dans l'avion. OK. J'ai couvert cette campagne électorale. C'était des campagnes électorales sous l'ancienne loi qui duraient 57 jours. C'était long. Ben oui. Longtemps. Oui. Parce que maintenant, c'est 40 ans. Oui. Et, mais on a rapidement senti qu'il allait y avoir une vague, là, parce que les gens oublient ça aussi, qu'au moment du déclenchement de l'élection, John Turner, qui venait d'être élu chef du Parti libéral, avait 11 points d'avance en moyenne dans les différents sondages qui existaient. Il déclenche l'élection, à mon souvenir, ça devait être le 9 juillet ou quelque chose comme ça. Et là, il est 11 points en avance. Quand même, c'est beaucoup. Ben oui. Et puis, à un moment donné, il y a eu un déclic, particulièrement le débat télévisé, je pense, qui a joué un très grand rôle. Et ça a été totalement renversé. C'est devenu une vague qu'on sentait quand on était, comme journaliste, en train de couvrir l'événement. C'était incroyable. Est-ce qu'on peut dire que M. Mulroney avait... Finalement, je parle de son profil. Je ne parlerai même pas de ses politiques, là, mais de son profil. Est-ce qu'il cochait, d'une certaine manière, un peu toutes les cases? C'est-à-dire, il venait du Québec, donc pouvait comprendre la politique à travers... voyait la politique fédérale à travers un prisme québécois. Il était aussi issu d'une famille d'anglophones, donc avait une connexion quand même assez forte avec le reste du pays. Puis, justement, un petit peu, il représentait un peu cette dualité. J'aime pas l'expression de solitude, mais cette dualité canadienne qu'on voyait à l'époque. Oui, c'est vrai qu'il la portait en lui. Il faisait partie d'une génération qui a... On va prendre spécifiquement le cas de M. Mulroney. Il est allé il a été étudier le droit à l'Université Laval. Oui. Un anglophone, l'Université Laval, c'est déjà quelque chose. Maintenant, cette fameuse classe de 1963, parce qu'elle est célèbre, comptait une dizaine d'anglophones. La plupart, c'était très, très nouveau comme phénomène. Ça ne se faisait pas avant. Et la plupart de cette dizaine d'anglophones venaient des grandes familles, la famille Meehan, des grandes familles d'anglophones. Et c'était le début de l'acceptation du fait qu'il se passait quelque chose au Québec, là. C'était fini la domination unilatérale des anglophones. Et au fond, c'était le choix des familles de dire, si tu veux évoluer dans le Québec, il va falloir que tu saches parler français. Alors, M. Mulroney s'est retrouvé dans cette classe. Et maintenant, aujourd'hui, tu y repenses, puis on n'en revient pas, là. Bon, tu avais Brian Mulroney qui était là. Tu avais André Ouellette du Parti libéral qui était là. Tu avais Pierre Venat, qui était président du Parti libéral, qui était là. Tu avais Pierre Debanné, qui était un indépendantiste du RIN, qui est devenu par la suite chef de cabinet de Pierre Elliott Trudeau et ensuite ministre lui-même.
T'avais Jean Bazin, de regretter mémoire, Bernard Roy, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard faisait partie de cette classe-là. Alors, il s'agissait d'années de bouillonnement politique. Là, on tombe plus dans la phase FLQ. Mm-hmm. Bouillonnement politique, tension extrême, affirmation du fait français, poussée de nationalisme. Et lui, il émergeait de cette classe-là. Alors, dans cette classe-là, tu avais des gens, tu sais pas, Clément Richard, qui était ministre de la Culture et président de l'Assemblée nationale, mais c'était un indépendantiste de la première heure, comme Pierre Debanel l'était. Il y avait des rouges, là, teints, tu sais, rouge, comme ça se faisait à l'époque. Puis des bleus, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait Brian Mulroney. Et lui, il était devenu un bleu en étudiant en Nouvelle-Écosse à une université, ce qu'ils appellent en anglais undergraduate, là, plutôt au niveau collège, là. Ouais. Il a étudié là-bas, et c'est en se joignant à un club des jeunes conservateurs, ou un nom comme ça, qu'il a commencé à s'intéresser à la politique, et c'est devenu sa passion jusqu'à son décès. C'était Saint-Francis Xavier, c'est ça? Saint-François. Saint-François. On dit Saint Francis. En anglais. Ouais, c'est ça. Mais connu comme étant Saint-FX. Quand les gens parlent de cet endroit, ils appellent ça Saint-FX. C'est très, très beau. C'est juste à l'entrée de l'île du Cap-Breton. C'est un très beau campus. Mais alors, là, ton rôle, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne fera pas juste de l'histoire, hein, mais c'est parce qu'on parle d'histoire, parce que tu as été un témoin privilégié de moments historiques. Mais alors, toi, 84, tu as couvert la campagne électorale de M. Mulroney, la victorieuse. À quel moment est-ce que tu as été recruté ou qu'on est allé te chercher ou comment ça s'est passé d'ailleurs? Ben moi, à travers les années, j'avais développé, tu vois, on couvrait les congrès politiques du Parti libéral, du NPD, du Parti conservateur, tout ça. Et c'était à intervalles réguliers. Et Marcel Mars, qui était mon premier employeur dans la machine politique, était devenu un ami. On se voyait, et puis à un moment donné, je ne me souviens pas exactement des circonstances, mais il me demande d'aller le retrouver comme son directeur des communications. Et puis moi, je m'étais arrêté, je m'étais dit, écoute, ça fait 10 ans que je couvre tout ce qui est politique fédérale, plus des choses à l'international. J'ai comme fait le tour du jardin. Essayer une nouvelle affaire, pourquoi pas? Alors j'ai plongé avec Marcel. Il y a eu des très, très gros dossiers qui ont explosé pendant ce temps-là. Et puis après ça, ça a été le cabinet du premier ministre, le PMO, comme on dit. Oui. Alors, lui était ministre? Marcel, oui, il était ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, mais juste avant que je me joigne à lui, il avait été ministre des Communications, qui était en fait le ministre de la Culture. OK, c'est ça. Donc, un peu le ministre du Patrimoine d'aujourd'hui, dans le fond. Oui. Oui, OK. Parfait. Bien que le ministère du Patrimoine, c'est le résultat de ce qui était le secrétariat d'État. Et, j'ai le mot qui m'échappe, là, mais le secrétariat d'État et le ministère des Communications avaient été fusionnés, en quelque sorte. D'accord. Ils sont toujours c'est comme ça. Là, la porte là, du bureau du premier ministre, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on vient te chercher de dire Monsieur Lavoie, on aime ce que tu fais, il y a un poste chez nous, ou est-ce que c'est vous qui avez dit, tu sais, j'aimerais bien monter un peu l'échelle puis aller voir comment ça se passe au bureau du premier ministre? Je n'ai jamais demandé une telle chose à quiconque. S'il y a une chose dont je suis fier dans la vie, parce que ma vie, il y en a plus derrière que devant, c'est le fait que j'ai jamais demandé un emploi à quiconque. J'ai jamais rempli un formulaire, j'ai jamais demandé un emploi à quiconque. Alors voilà. Donc allons à cette époque-là où vous rentrez dans le bureau du premier ministre. Comment ça se passe? C'est à quelle année déjà? Moi, je suis entré au cabinet du premier ministre Mulroney en décembre 87. OK. Juste avant Noël. OK. Alors là, à ce moment-là... Juste à la veille de l'élection générale. Exact. La veille de l'élection générale? De la deuxième élection. L'élection générale a eu lieu en novembre. OK. Donc vous étiez donc dans le gouvernement Mulroney avec M. Mars à l'époque. Et ce que je comprends, c'est que ce qu'il y a eu comme, les premières négociations du lac Meech
vous n'étiez pas encore... Oui, j'y étais. Ah, vous y étiez? Oui, je venais de commencer. OK, vous veniez comme... Ouais, je venais tout juste de commencer. Là. C'était l'affaire la plus importante à Ottawa quand j'ai entré chez Marcel Masse. Ah, OK, c'est ça, chez Marcel Masse. Mais c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé au bureau de M. Mulroney, il y avait déjà... Là, ça brassait déjà. Ça brassait déjà, c'est ça. Ça brassait depuis un an. Exactement. Exactement. Puis, vous, alors, parle-moi un peu de ton rôle au PMO. Hein. Je sais que beaucoup de nos éditeurs te connaissent déjà très bien, savent déjà pas mal le parcours impressionnant que tu as eu en politique et même à l'extérieur. Mais juste il y a aussi des jeunes, des personnes plus jeunes qui nous écoutent et tu sais, ça inspire, puis il y a des gens qui veulent s'impliquer en politique. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de te ramener dans ces années-là. Tu sais, alors, tu as été conseiller politique auprès de M. Masse, qui était ministre dans le cabinet de M. Mulroney. Là, tu arrives à PMO. Tu sais, PMO, c'est une autre dimension, là. C'est-à-dire, déjà de travailler pour un ministre, c'est énorme. Mais là, tu arrives à PMO, là, c'est encore plus gros. Est-ce que tes repères, tu les as vite trouvés? C'était pas évident parce que, tu vois, ce que j'ai appris avec les années et tout, c'est que plus tu t'approches du plus haut niveau du pouvoir, plus les coudes sont élevés, puis plus ça joue, ça joue de façon avec rudesse. Ouais. Ainsi, avec rudesse. Donc, quand tu arrives dans cet endroit, à l'époque, c'était l'édifice Langevin, ils l'ont changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Il y a du monde qui ont l'impression que tu vas leur faire du tort parce que peut-être que tu vas les tasser. Mais tu vis tout ça. Au début, c'était pas rigolo. Mais rapidement, j'ai compris ce que M. Mulroney voulait de moi. À cette époque, les choses ont évolué par la suite. Mais j'étais ce qu'on pourrait appeler un fixer. Alors, souvent les gens pensent que j'étais secrétaire de presse, attaché de presse. J'ai jamais été ni un ni l'autre. C'était Gilbert Lavoie. Il a été là. Quand moi je suis parti, ça faisait peut-être un an qu'il était là. Ah, OK, d'accord. C'était surtout avec Marc Lortie que j'ai travaillé dans les relations de presse. Mais moi, j'étais le fixeur. Alors, quand il y avait quelque chose qui tournait pas rond, peu importe où au Canada, quelque chose là, qui tournait pas rond, puis je veux pas aller dans les détails ennuyants, je recevais un appel de M. Mulroney, puis là, il m'expliquait son problème. Là. Voilà le problème. Puis c'est toujours resté dans ma tête, c'est tellement drôle, c'est tellement comme lui. Quand il finissait son explication, je posais 3-4 questions et je finissais toujours par lui demander, puis vous voulez quoi comme résultat? Là, Puis il me disait toujours, Luc, arrange ça à ton goût. Oh, wow, ça c'est de la confiance. Ça. Mais c'est aussi de la pression. Là. Oui. Arrange ça à ton goût. Si tu te trompes... donc c'est intéressant que vous dites ça parce que, comme Salim a dit, là, on est en pleine négociation. C'est Lac-Meech, right? Ouais. Donc, en fait, ça avait été... Lac-Meech a été signé la première fois en juin 87, je crois. C'est ça. Alors, je vous parle donc de 6-7 mois après. C'est ça. Il n'y a pas eu d'autres négociations. La clause... c'est 3 ans, là. C'est 3 ans. Ouais, alors, là, 3 ans, l'horloge s'est mise à tourner, en fait, en juin 87. Et puis là, voilà, quand on est arrivé en campagne électorale, c'était encore très vivant. Ouais. C'est par la suite qu'il y a eu des changements de gouvernement au niveau provincial, donc il n'était pas en mesure d'adopter, ça prenait une résolution de chaque législature provinciale pour faire accepter l'affaire. Là, il y a eu des changements politiques. Ça a tourné au vinaigre. Quoi. Alors, au Québec, juste pour rappel, ça avait été adopté quand même assez rapidement. Très rapidement. Et donc, là, c'était... En Ontario aussi. En fait, dans presque toutes les provinces, il y a eu, au fond, 3 provinces récalcitrantes, Terre-Neuve, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est M. McKenna. McKenna du Nouveau-Brunswick, oui. Et lui, McKenna, a joué un rôle assez important parce que il s'était fait élire contre Richard Hatfield. Richard Hatfield, il a été premier ministre du Nouveau-Brunswick, je ne m'en rappelle plus, mais 25 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il était très populaire. Mais là, il y avait l'usure du pouvoir, et McKenna était un jeune, relativement parlant, énergique, qui amenait une nouvelle dimension à la politique du Nouveau-Brunswick. Il représentait le Parti libéral. Mm-hmm. Et il avait fait campagne en disant qu'il n'appuierait pas le Lac-Meech, l'entente du Lac-Meech.
Et quand il a été élu, là, il s'est retrouvé devant quelque chose d'explosif. Là. Il n'avait pas complètement réalisé, je pense, l'ampleur de ce qui était devant lui. Et avec son talent exceptionnel, M. Mulroney en avait fait rapidement un ami et un allié. Alors, le Nouveau-Brunswick, c'était non seulement, pas publiquement, mais en privé, engagé à adopter l'entente du Lac-Meech avant la date butoir. Et puis, en privé, il est devenu celui qui a été voir les autres provinces pour leur dire « Faites pas l'erreur de ne pas appuyer ça, le pays va peut-être y passer. » Il n'y avait pas trop tard, le pays a failli passer par moins qu'1%. Ben, c'est ça. Exactement. Mais alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, Luc, toi qui as été un observateur et parfois un acteur de ces moments-là. Quel était l'argument de M. McKenna au Nouveau-Brunswick, par exemple, pour aller en campagne électorale dire « Moi, je ne signerai pas ça. Moi, premier ministre, je ne signerai pas. » Là, c'était un calcul politique de campagne électorale. Lesquels calculs politiques en campagne électorale ont souvent une dose de cynisme au cœur de tout ça. Parce que des sondages lui montraient que les anglophones du Nouveau-Brunswick qui votaient massivement pour Richard Hatfield, ce qui était un peu spécial, il y aurait des longues explications à donner pour ça. Il fallait qu'il aille piger quelque part pour construire sa coalition. Puis il est allé piger chez les anglophones, qui étaient naturellement au Nouveau-Brunswick, contre l'accord du Lac-Meech. Mais là, on pourrait décortiquer pourquoi, parce que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province. Il y a 2 provinces officiellement bilingues au Canada, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Officiellement bilingue, c'est pas juste le Nouveau-Brunswick? Manitoba, par la Constitution. OK. Le Manitoba, c'est incontournable. Le Manitoba s'était fait rappeler à l'ordre par la Cour suprême à la fin des années 70. N'oubliez pas, vous êtes entré dans la Constitution ou dans la Fédération canadienne en admettant et en acceptant que vous êtes bilingue. OK. C'est nouveau pour moi parce que, justement, moi, je pensais que c'était juste le Nouveau-Brunswick. Non, le Manitoba, c'était une condition d'entrée. OK. Alors que ce n'était pas le cas du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, le génie politique de Richard Hatfield, mieux connu comme étant Dick Hatfield, c'était qu'il s'est mis les Acadiens de son bord. Historiquement, les Acadiens, ça votait massivement libéral. Puis ceux qu'on appelait les manches canadiens, c'est-à-dire les anti-francophones, tout ça, ça votait conservateur. Ouais. Alors, Dick Hatfield, il a inversé le jeu. Il est allé cueillir des votes du côté des Acadiens. Ça lui a permis d'être élu, puis ça lui a permis de faire tout ce parcours pour arriver au fait que le Nouveau-Brunswick a adopté une résolution, s'est joint à la Constitution comme étant une province bilingue. Alors, ça m'amène à quelque chose, un petit parallèle à notre discussion historique là, sur l'histoire. Est-ce que au Canada, lorsqu'on a envie d'entreprendre soit de grandes réformes ou de mettre en place de grands chantiers, est-ce que on se complique pas la tâche par le fait qu'on ait besoin finalement que tous les astres soient alignés convenablement d'un océan à l'autre, c'est-à-dire toutes les provinces, les territoires, s'assurer que tout le monde est on board, comme on dit en bon français. Parce que c'est un peu l'impression que ça donne. Parce que je suis quasiment en train de me dire, si ça avait été le temps d'un francophone au Nouveau-Brunswick, peut-être qu'on n'en aurait pas eu de M. McKenna. Je dis pas que Mais tu vois, c'est des si en politique. C'est des si. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a énormément. Vraiment beaucoup. Ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde, ce sont des faits qui se sont déroulés, pas une projection de ce qui va arriver dans l'avenir. Non, je pense pas que le Canada est plus compliqué qu'un autre pour aller dans la direction de grands projets. Ce à quoi tu fais allusion, c'est au fait que constitutionnellement, changer la Constitution est un incroyable casse-tête. C'est ce que Pierre Elliott Trudeau avait mis en place. On peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est ça la réalité. Ça n'empêche pas le Canada d'être hyper actif dans toutes sortes de domaines et tout. Oui. Mais il y a un endroit, la Constitution, que tu ne peux pas changer
en faisant ça. Oui, effectivement, puis à moins je l'ai peut-être mal, mal formulé ma question, mais j'insinuais pas qu'au Canada on pouvait pas faire de grandes choses. Plutôt, c'est plutôt que c'est sur la Constitution. On voit quelque chose. La Constitution, c'est autre chose. C'est la Constitution par définition. Il y a une permanence qui est attachée à ça. C'est vrai dans tous les pays démocratiques qui s'appuient sur une Constitution. Bon, l'Angleterre n'a pas de Constitution. Elle a des précédents et tout ça, mais les autres ont des constitutions, que ce soit la France, et nos constitutions diffèrent. Mais tu joues pas avec la Constitution comme tu joues avec un projet de loi. Ouais. Alors ensuite, la suite, on la connaît, c'est-à-dire que l'accord du lac Meech va tomber. Il va y avoir quand même... on va essayer de sauver ça. Par Charlottetown. On peut dire que ça n'a pas été nécessairement une victoire. Non, ça a été une grande défaite. Ça a été une grande défaite. Je ne peux pas m'en laver les mains, mais le fait est que quand Charlottetown s'est joué, moi, j'ai été installé en Espagne. Oui, c'est vrai que vous n'y étiez pas là. Mais là, non, effectivement. Mais justement, juste par rapport au contexte historique, puis après ça, on va aller sur d'autres sujets, mais... dans les médias, certains historiens, certains analystes aussi qu'on écoute, disent que M. Trudeau père, donc Pierre Elliott Trudeau, aurait quand même beaucoup joué en coulisses pour pas que... Le lac Meech soit adopté. Oui. Mais alors... Tu parles de coulisses. Peut-être en coulisses, c'est sûr, mais en public, il a joué un rôle incroyable. Je veux dire, incroyable. Tout a basculé quand il a publié le même jour une grande lettre à l'éditeur dans le Toronto Star, le plus grand quotidien du Canada, puis la presse ici au Québec, et qui qualifiait M. Mulroney de pleutre et tout ça. Ça a renversé la vapeur, là, parce que les gens aujourd'hui me font bien rire. Il faut dire que ça vient avec l'âge, je suppose. Tu parles à des Québécois aujourd'hui, là, des nationalistes québécois, là, des séparatistes là, au sein du Bloc, au sein du Parti québécois, puis tout ça. Puis eux autres te disent, mais Trudeau était tellement détesté au Québec. Attention, la dernière fois qu'il s'est présenté devant l'électorat au Québec, c'était en 1980. Au Québec, là, partout dans le Canada aussi, il avait gagné une majorité, mais au Québec, là, il y avait eu 52% du vote. Moi, j'ai jamais vu ça depuis. Puis il y avait eu 74 députés sur 75. Alors, quand les gens disent « il était détesté », ah, les séparatistes le détestaient, c'est autre chose. Oui, c'est ça. C'est autre chose. Mais alors, juste pour le bénéfice aussi de nos auditeurs, etc., vous, à l'époque, qui étiez dans les coulisses avec M. Mulroney, ça sort dans le Toronto Star, puis dans la presse. Vous qui étiez un champion de la gestion de crise, Comment vous avez accueilli ça? Puis quelles ont été les premières actions pour essayer de tempérer ça? Oh boy. En fait, je veux pas me donner un rôle que j'avais pas. Ça impliquait le premier ministre, le vice-premier ministre, le greffier du conseil privé, tout ce qu'il y a de plus élevé dans l'appareil d'État. Les 5-6 joueurs, c'était eux autres. Je me rappelle surtout que le matin où la lettre est sortie, on avait été avertis de ça par je ne sais plus qui, à minuit, la veille au soir. Et quand c'est sorti, vous allez trouver ça drôle, moi aussi je trouve ça drôle de m'en rappeler, tous les francophones, journalistes ou adjoints politiques ou députés, ont couru vers leur dictionnaire pour apprendre la définition du mot « pleutre ». Qui a fait... Mais c'est vrai, hein, je parle ici, par exemple, je pourrais vous donner, c'est pas des gens connus, mais des gens là, qui étaient d'une culture française impeccable, ne savaient pas c'était quoi pleutre. Pleutre, maintenant, tout le monde le sait à cause à cause de ça. C'était du vieux français, puis un pleutre, c'est quelqu'un qui est mou, tout ça. Je le savais pas, puis à mon souvenir, j'ai pas vu une seule personne qui le savait le matin de la publication. Alors, mais quand on a compris de quoi il s'agissait, on a compris que là, on descendait dans la bataille des rats dans les égouts. Là, ça, boy! T'as un ancien premier ministre qui dit de son successeur que c'est un pleutre parce qu'il veut changer la Constitution. Oh! On entre dans une autre dimension.
Alors, j'ai peut-être aussi une autre question, très spécifique dans le temps. Lorsque M. Mulroney s'est fait élire, donc on parle de septembre 84, c'est encore M. Lévesque, René Lévesque, qui est premier ministre du Québec. Mais 15 mois plus tard, à peu près, on parle de décembre, le 2 décembre 85, c'est l'élection, en fait, le retour de Robert Bourassa, qui lui aussi est arrivé dans une quand même majorité quand même assez impressionnante en 85. Monsieur Bourassa, à cette époque-là, on se souvenait aussi qu'il y avait eu des tensions entre lui et Monsieur Trudeau dans son premier passage. Il s'était même fait traiter de mangeur de hot dog. De mangeur de hot dog, exactement. Et là, vous retrouvez, enfin en tout cas le gouvernement fédéral, à ce moment-là conservateur, retrouve un nouveau Robert Bourassa qui arrive. Est-ce que pour M. Mulroney et son équipe enfin en tout cas les gens qui l'entouraient, est-ce qu'on y voyait quelque chose de positif, un espoir quelconque, ou est-ce qu'on était encore dans la logique du beau risque, c'est-à-dire du père du premier référendum, René Lévesque, qui disait qu'on est prêt à prendre ce beau risque-là? En fait, quand on regarde la réalité en face, d'abord, René Lévesque et Brian Mulroney se connaissaient. C'était une époque où les deux avaient dans la trentaine et qui mangeaient dans des restaurants dont certains n'existent plus là, à Montréal. Ils se voyaient. Par ailleurs, M. Mulroney était très proche de Robert Bourassa sur le plan personnel. Alors, un ou l'autre, ça ne changeait pas grand-chose, parce qu'un des premiers gestes posés par le gouvernement Mulroney, c'était pas concernant ceci, cela en Ontario ou en Colombie-Britannique. Son premier geste, c'était de recevoir en visite officielle Laurent Fabius, qui était premier ministre de la France, et de profiter de cette visite pour annoncer qu'Ottawa allait dorénavant accepter le concept des liens directs entre la France et le Québec. C'est ça. Alors, c'était... Et ça, cette entente-là qui a permis que tout ça arrive, ça s'est fait avec Pierre-Marc Johnson, qui a été défait en 85. Bon. Alors, il y a une continuité, là. Il y a Lévesque qui avait dit le beau risque, et ça avançait vers le beau risque. Et M. Mulroney, au même moment, sans que ça devienne des grandes manchettes, nommait des grands nationalistes à des postes clés de l'État canadien. À la Banque du Canada, à Via Rail Canada, comment ça s'appelait, non, film... ceux qui subventionnent... Téléfilm Canada. Ouais. Alors, il y avait déjà une sorte d'offensive, de charme, où là, les adversaires nationalistes, qui n'avaient plus grand-chose à se mettre sous la dent, à un moment donné, il y a quelqu'un qui leur a tendu la main, ils se sont impliqués dans le pouvoir fédéral, et puis, bon, il y a eu les élections, il y a eu tout, mais je veux dire, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a eu une continuité, il n'y a pas eu de coupure. Il y a eu même une continuité assez étonnante, là. Il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de rupture. Là, c'est sûr que vous n'êtes plus au cabinet du premier ministre, vous êtes en Espagne. L'accord de Charlottetown tombe aussi. J'imagine que vous gardez quand même des liens d'amitié. Comment ça se passe chez Brian Mulroney? J'imagine que pour lui, ça doit... C'est sûr que c'est une grande défaite, mais c'est une déception aussi. C'est le deuxième... le deuxième essai qui... J'étais là quand ça s'est effondré. Ça s'est effondré en juin 90. Je suis parti en Espagne un an plus tard. Ah, OK. Je pensais que vous êtes parti juste avant. OK. Ouais. Donc, racontez-nous un peu le climat là, qui règne dans ce temps-là où... C'était terrible. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible parce que tu avais le chute du lac Meech, une manif avec 350 000 personnes dans les rues avec des drapeaux fleurs-de-lysée sur la rue Sherbrooke, des députés conservateurs qui traversaient la Chambre pour aller se joindre au nouveau Bloc québécois, la démission de son meilleur ami, Lucien Bouchard, et pour ajouter à l'atmosphère, il y a la crise des Autochtones. Oka. La crise d'Oka. Tout ça en même temps. Et... M. Mulroney était quelqu'un
qui était fort, tu comprends? C'était quelqu'un, si tu veux qu'on passe, c'était quelqu'un qui était fort. Mais pendant environ 1 mois et demi après l'enchaînement des événements que je viens de vous dire, il s'est comme barricadé à la résidence secondaire des premiers ministres du Canada au lac Harrington. Et c'est à peine... Nous autres, il n'y avait rien de pire, le staff politique, que quand M. Mulroney s'en allait en vacances, disons en Floride, dans le temps des fêtes. Lui, en vacances, c'est presque impensable. Il ne connaît pas trop c'est quoi des vacances. Il ne connaissait pas ça. Lui, des vacances, ça veut dire on n'est pas chez nous, mais on continue. Ouais. Et quand il était en Floride, on recevait des appels comme 2 fois plus que la normale. Alors, on détestait comme ça. Quand il partait, ouais. Mais, à l'été 1990, donc, il s'était, je le dis, c'est moi qui utilise ce mot-là, mais il s'est barricadé à Harrington Lake. On n'avait pratiquement pas de nouvelles de lui. Pratiquement pas. Hein. Vraiment, il y avait le greffier du conseil privé. Il y avait encore ses fonctions au quotidien, c'est-à-dire gérer le pays. Mais il s'est enfermé, puis quand il est revenu, il n'était plus tout à fait le même. Mais c'est quand même impressionnant parce que, bon, d'abord, ça démontre à quel point diriger un pays comme le Canada, c'est vraiment pas chose facile, puis c'est pas donné à tout le monde. Mais alors, malgré l'échec de l'accord du lac Meech, mais aussi, bien sûr, Charlottetown, M. Mulroney a quand même, à côté de ça, réalisé tellement de choses. Hein. On n'a pas, on n'évoquera pas tout, là, mais il y a eu bien évidemment le libre-échange, il y a eu les pluies acides, il y a eu l'apartheid, la lutte à l'apartheid en Afrique du Sud. La TPS, qui n'était pas la mesure la plus populaire, ouais. et qui aujourd'hui n'a jamais été abandonnée parce que c'est Absolument. une meilleure fiscalité que la fiscalité qui est en place. Non, absolument. Puis il y a aussi une chose qu'on a tendance à omettre, mais peut-être qu'on va recommencer à y penser de plus en plus avec tout ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, etc. Mais on est aussi en train de clore un chapitre ou de tourner une page, celle de la guerre froide, enfin une guerre froide qui est en train de reprendre aujourd'hui, j'ai l'impression, mais en tout cas, à l'époque, c'était sur la fin de l'URSS et du régime soviétique, parce que 89, c'est la chute du mur de Berlin, novembre 89, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, le premier ministre, le chef de gouvernement et d'État, le premier à mettre les pieds à Moscou après la chute du mur de Berlin, c'était M. Mulroney. Voilà. Puis d'ailleurs, là, ça m'emmène à peut-être un autre sujet qu'on va aborder. C'est... alors, c'est intéressant. Vous dites que c'est le chef d'État, le premier chef d'État, ou peut-être le premier chef d'État occidental à avoir mis les pieds à Moscou après la chute du mur. C'est quand même... c'est quand même assez important. Est allé rencontrer Eltsine, je crois, à l'époque, ou c'était Gorbatchev? C'était Gorbatchev. Eltsine, c'est venu un peu plus tard. Hein. C'était la Russie. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est ça aussi, c'était fascinant avec M. Mulroney parce que c'était quelqu'un qui avait son école de pensée, une école de pensée quand même conservatrice, mais une école de pensée qu'il savait brasser quand venait le temps. D'ailleurs, ça ne l'a pas empêché de mettre le pied à terre, que ce soit avec Mme Thatcher. Puis, écoutez, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui mettait le pied à terre devant Mme Thatcher ou même devant Ronald Reagan. Et en même temps, il avait les meilleures relations du monde avec François Mitterrand, qui était un... Avec Margaret Thatcher aussi, en passant. Oh, j'en doute pas. C'était un gentleman aussi. Mulroney était quelqu'un de très charmant. Et je me souviens surtout des rencontres avec Margaret Thatcher à l'époque où on se chamaillait pour l'apartheid, puis les embargos économiques qu'on pouvait leur appliquer. J'ai assisté au moins 5-6 réunions entre lui et Margaret Thatcher. Quand il touchait au sujet, ça devenait « ouh ». Mais instantanément, ça redevenait d'une gentillesse. C'était absolument charmant. Elle était presque maternelle avec lui. Okay, je me souviens, là, 89, je pense, on s'en allait à une réunion G7 à Paris, qui était aussi la célébration du bicentenaire de la Révolution française. On faisait un stop à Londres pendant 2 jours en route pour Paris. Et puis, M. Mulroney, bon, il y avait une rencontre
à 10 Downing Street. J'étais à la rencontre. Et je sais pas il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu 10 Downing Street, parce que c'est tellement petit qu'il faut savoir précisément c'est où. Puis il y a une espèce de plaza en avant, de place, là. Je ne sais pas s'il y a un nom, là, mais... Et juste en avant de 10 Downing Street, ils avaient installé un microphone sur pied pour que M. Mulroney fasse des commentaires à la sortie, comme ça se fait normalement. Alors Margaret lui dit « Moi, j'ai rien à dire aux journalistes. » Très bien. Et à ce moment-là, dehors, il pleuvait. Il y avait une sorte de bruine. C'était très londonien. Londonien, oui. Vraiment très londonien. Alors, M. Mulroney portait un veston, un blazer. Là. Il s'apprête pour aller devant le microphone. Margaret Thatcher l'accroche par un bras avant que la porte s'ouvre. Elle lui dit « Brian, il faut que tu mettes ton trench coat. » Puis là, il y avait un policier, effectivement. Puis il lui dit « Non, merci, Margaret. Ça va aller. » Je viens du Canada. ça va aller. Il fait un pas. Elle l'attrape une deuxième fois. Elle a le trench coat dans ses mains. Puis elle lui dit « Il faut que tu mettes ton trench coat. » Il est obligé de le mettre. Il n'avait pas pu sortir de l'endroit. Alors, il y avait une complicité entre les deux, mais moi, je dois vous dire que de tous ces chefs d'État que j'ai eu le privilège de rencontrer, puis c'était pas mal les grands de l'époque, la personne la plus impressionnante, c'était Margaret Thatcher. Ah. J'ai jamais vu en politique quelqu'un connaître ses dossiers autant qu'elle. Il fallait que tu fasses très attention quand tu avais une rencontre avec elle, parce que peu importe le sujet que tu abordais, elle connaissait tout sur le bout de ses doigts. Tac, 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 tac. Et elle était d'une logique assez difficile à casser. J'ai beaucoup admiré Margaret Thatcher. Comment avait dit François Mitterrand? Elle a les yeux de Caligula et les lèvres de Marilyn Monroe. Oh, wow, oui, je pensais que c'était la fameuse expression de une main de fer dans un gant de velours. Ouais. C'était ça aussi. C'était une main de fer dans un gant de fer. mais alors justement, c'est très intéressant ces histoires-là. D'ailleurs, merci du témoignage. Alors, il était ami avec pas mal tous les plus grands. Alors, quand je donnais l'exemple de François Mitterrand, c'est parce que François Mitterrand n'était pas nécessairement de son école de pensée. Parce qu'on peut dire qu'il y avait... Son école de pensée, ça fait quelques fois que tu fais référence à ça. Puis il n'y avait pas d'école de pensée chez Mulroney. C'était un démocrate qui croyait que les humains pouvaient s'entendre entre eux pour amener ça à des résultats qui nous donneraient la prospérité et la paix sociale. Il n'y avait pas d'autre. Ouais. Il n'était pas accroché à une idéologie ou à l'autre. Non, effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais plus d'école de pensée plutôt qu'idéologie, justement parce qu'il y avait une espèce de forme de pragmatisme à laquelle, d'ailleurs, en passant, je m'identifie pleinement. Moi aussi. Mais c'est plus dans le sens qu'à l'époque, évidemment, on voyait... en tout cas, il était issu du Parti progressiste conservateur. Donc, on trouvait qu'il y avait des atomes crochus avec peut-être certains républicains de l'époque, avec des conservateurs de la Grande-Bretagne. Mais justement, le fait que c'était pas un idéologue, justement, faisait en sorte qu'il était capable aussi d'avoir des discussions dures avec des gens issus peut-être d'un parti conservateur d'un autre pays, mais aussi d'avoir des relations avec un François Mitterrand qui, lui, était un socialiste et d'avoir la possibilité de discuter avec Gorbatchev qui sortait de la guerre froide d'un État communiste. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je le disais. Puis, le lien, d'ailleurs, que je fais un petit peu, c'est justement beaucoup de gens au Canada s'identifient au conservatisme de Brian Mulroney parce que c'était le conservatisme du progrès. On n'utilise plus le mot progressisme aujourd'hui parce qu'il a été, d'une certaine manière, repris par une certaine forme de gauche qui se dit progressiste. Mais il y a une petite histoire derrière ça. Oui, je voudrais l'entendre, oui. C'est vraiment de l'histoire, là. Oui. Mais ce que tu es en train de dire, à savoir que progressiste, c'était en soi une marque. Et puis bon. En fait, c'est pas vrai du tout. La réalité, c'est qu'en 1930, en Alberta, puis une autre des provinces de l'Ouest, il y a eu un branle-bas de combat politique, puis un parti qui a pris racine qui s'appelait le Parti progressiste. Puis c'était l'opposant du Parti conservateur.
Et un jour, ils ont fusionné. La condition de la fusion, c'est que les deux noms restent. Alors, le progressive conservative, le progressiste, c'était la vraie droite. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. J'entends les gens dire les progressistes ne sont plus là. Tant mieux, parce que c'était l'extrême droite. Mais effectivement, mais c'est super intéressant. Puis merci d'ailleurs de cette histoire que je ne connaissais pas. Je vais la retenir assurément. Mais justement, c'est parce que quand on faisait référence au progressisme, on faisait référence au progrès. C'est-à-dire que il n'y avait pas de conservatisme pour ne plus progresser. C'est un conservatisme tourné vers l'avant. Et c'est plus dans ce sens-là qu'effectivement je le disais. Mais alors, on dit aujourd'hui, on exclut la personne qui parle, quoique j'y adhère aussi un petit peu, on dit que le parti de Mulroney n'existe plus depuis 2003, la fusion, et que dans le fond, Mulroney serait probablement pas chef du Parti conservateur actuel. Mais tu vois, c'est un autre si, hein? C'est plein de si. Beaucoup de si. J'entends ça aussi, le Parti conservateur de M. Mulroney n'existe plus. C'est pas vrai. Il existe encore. Il y a eu une mutation. Comme les républicains aux États-Unis ont vécu une mutation importante. Puis en plus, il y a une sorte d'école de pensée, je ne sais plus comment l'appeler ici au Québec, que si tu dis Poilievre, c'est l'équivalent que si tu parles de Al Capone. On ne sait plus exactement de quoi tu... Il y a quelque chose, il y a une barrière entre les médias et le peuple. Poilievre n'a rien fait à l'heure actuelle, à part quelques déclarations maladroites sur la Banque du Canada et tout ça. Mais il n'a rien fait concernant l'avortement, il n'a rien fait concernant les droits des minorités. Il n'y a rien. Et il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir. Puis il n'est pas au pouvoir, mais il n'a rien fait. Alors, tout ce dont on l'accuse, puis moi, je ne suis pas son défenseur. Je n'ai jamais été membre du Parti conservateur en passant. Je n'ai jamais eu une carte de membre d'aucun parti politique. Mais je regarde ça, je dis, hey, c'est loin de l'époque de Brian Mulroney. Oui, mais Brian Mulroney a quitté la politique, ça fait 30 ans. Ouais. Les mutations se sont vécues partout, de diverses façons. Les socialistes en France, c'est plus rien. Non. Ouais. Aujourd'hui, c'est le parti de Macron qui n'en est pas vraiment un. Les républicains, ça n'a rien à voir avec... Ils n'ont rien, ceux qui sont là, rien à voir avec ceux de l'époque de Reagan ou de George Bush le père. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision que le parti n'existe plus. Il existe encore. Il a vécu une mutation. Et sur la base de cette mutation, il va se présenter devant l'électorat. S'il passe, il passe. Puis s'il passe pas, Poilievre perd sa job. C'est un point de vue très intéressant. George, je sais que tu as une question là-dessus, mais juste pour aller plus loin, mais alors, le point de vue est super intéressant. Ma question est là. Comment on peut expliquer, par exemple, sur les changements climatiques, l'importance que M. Mulroney a pu avoir sur cette question? Il a été un leader à une époque... Un pionnier, mais... Pardon? Un pionnier. Un pionnier, à une époque en plus, où on parlait peut-être d'environnement, mais on n'était pas aussi conscient de l'importance que ça a qu'aujourd'hui, versus aujourd'hui, où, par exemple... au Parti conservateur, une résolution qui demande juste à reconnaître les changements climatiques comme étant le fait, ou en tout cas le résultat de l'activité humaine, c'est à ce point-là rejeté. C'est quoi la différence? C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Je veux dire, tous ceux qui vont en politique vont s'appuyer sur une base dont ils devront surveiller les actions et tout, mais ça reste la base qui t'a amené au pouvoir. Pour reprendre une expression de Pierre Elliott Trudeau, tu danses avec celle que tu as invitée, là, tu comprends? Alors, Poilievre s'appuie sur l'Alberta. C'est ça sa base. Sa base numéro 1, c'est l'Alberta. Financièrement, politiquement, appelons-le comme on veut, il est de l'Alberta, il représente l'Alberta. L'Alberta a une économie qui repose essentiellement sur les hydrocarbures. Alors, c'est sûr qu'il va toujours prendre des positions face à ça qui vont être très différentes. Et je vous soumets humblement qu'il y a une espèce de gauche au Canada, puis elle est au Québec, tout autant que dans le reste du pays, qui soutient que si on exploite nos ressources naturelles de type hydrocarbures, on participe au changement climatique.
Or, il n'y a pas de lien entre la production et la consommation. Je veux dire, tant que les voitures électriques ne seront pas 40% du parc automobile, il va y avoir un besoin d'hydrocarbures. Absolument. Et quand on les produit nous-mêmes, ça nous coûte moins cher. Tu comprends? Quand le Québec a dit il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour laisser passer un pipeline. GNL. Ah, ouais. Voudrais-tu m'expliquer ça? Pourquoi il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale pour faire passer un pipeline? Ben, pas à cause des changements climatiques. Mais quel est le lien? Ouais. Il n'y en a pas. Il va falloir en produire de toutes les manières. Ben oui, alors ou bien on le produit, ou bien on l'achète en Arabie Saoudite. C'est ça. Alors, tes sensibilités de gauche, là, comment tu trouves ça quand je l'achète en Arabie Saoudite? Est-ce que ça te dérange ou pas? Ouais. Quand je l'achète au Venezuela, qui est essentiellement gouverné par la mafia, est-ce que ça te dérange ou pas? Moi, ça me dérange. J'en ai chez nous. Je l'exploite. Je l'exploite de la meilleure façon environnementalement parlant. Et je l'exporte de la meilleure façon. T'entends les gens dire, vous souvenez-vous de lac Mégantic? Bien, justement, c'est un train qui a explosé avec des hydrocarbures. C'est un gazoduc, c'est pas pareil? Ou mais si ça avait été un pipeline, je veux dire, ça n'aurait pas explosé. Disons, le transport des hydrocarbures, la méthode la plus dangereuse, c'est par bateau. Oui. Parce que si ça échoue quelque part, c'est incroyable, puis il y a des tas d'exemples, Exxon Valdez et tout le reste. Et la deuxième façon la plus dangereuse, c'est par train. Parce que s'il arrive un lac mégantique, on voit ce que ça donne. Ouais. Alors pourquoi je veux empêcher une province qui est enclavée parce qu'elle n'a pas d'eau, elle n'a pas d'océan à chaque côté? Au nom de quoi? Et qu'est-ce que... Tu sais, si le Québec avait dit, ouais, l'Alberta, c'est un partenaire, c'est vrai historiquement que c'est un grand partenaire, puis les grandes firmes d'engineering qui ont construit les infrastructures qui font fonctionner la machine à produire du pétrole, c'était des Québécois. C'était des grandes firmes basées ici au Québec. Alors, moi, j'ai comme abandonné d'avoir ces discussions-là avec quelqu'un qui est dans la gauche, là. Puis là, il dit « Hein? T'es pour la production d'hydrocarbures? As-tu une voiture? Ouais. Électrique? Ben, pas encore, hein, tu comprends? Ah bon, OK. Alors, c'est quoi ton problème? Tu utilises des hydrocarbures au quotidien. Puis l'asphalte est faite avec des hydrocarbures. Et puis, alors, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me dis que je suis en train de contribuer au changement climatique? Je ne contribue pas au changement climatique plus qu'un autre. C'est que le pétrole, au lieu d'aller le chercher dans les pires dictatures du monde, je le produis chez nous et j'en tire mes propres bénéfices. Voilà. Moi, je veux revenir un peu à ce que vous disiez. On parlait de la question idéologique, le Parti conservateur à l'époque, comparé à celui d'aujourd'hui, puis cette espèce de blocage qui existe avec les messages, avec les médias. C'est sûr qu'il y a une polarisation qui s'est faite, là. On la voit. Pourquoi ça s'est produit? C'est sûr que les partis évoluent, évidemment, mais... Donald Trump. Vous pensez, oui? Ben oui, c'est bien évident. Donald Trump. Ce gars-là est arrivé au pouvoir, puis personne ne pensait que ça pouvait arriver. Il est arrivé au pouvoir, puis il a ouvert les vannes de tous ceux. Il a créé la coalition, appelons ça la coalition des gens en colère. Ça a marché, il a pris le pouvoir. Mais ailleurs, dans le monde, ils ont commencé à faire la même chose. Orban en Hongrie... je ne me souviens plus de son nom, en Italie, des populistes, et puis ça a fini par transpirer dans nos mœurs politiques. Et voilà, quoi. Est-ce qu'on est un peu décalé dans le temps, toujours, avec les États-Unis? Quand quelque chose arrive aux États-Unis, quelques années... 3-4 ans, puis ça arrive. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, on est en plein dedans actuellement. On est en plein dedans actuellement, puis c'est en train de se jouer aux États-Unis, puis... Chez nous, les gens qui sont en colère se sont jamais exprimés autant que depuis que les médias sociaux existent. C'est ça. L'existence des médias sociaux, il ne faut pas minimiser l'impact que ça a. Moi, je pense que nos sociétés sont un peu malades de leurs médias à l'heure actuelle. Mais... Alors, justement, ça nous ramène de nouveau sur la scène un peu fédérale. Il va y avoir des élections au Canada dans... quelques mois, en tout cas au maximum dans une année et demie, puisque le mandat actuel est censé se terminer en septembre 2025. C'est un gouvernement minoritaire, donc techniquement, il pourrait même tomber avant s'il n'y avait pas la fameuse Moi, ça m'étonne coalition. que ça n'a pas encore arrivé.
Mais moi aussi, mais en même Le temps... NPD n'a pas une scène pour aller à la campagne électorale. Ah. Il y a des affaires qui sont simples dans la vie, des fois, à comprendre. Dans le cas du NPD, il n'y a plus une scène noire. Tu comprends? Il n'y a plus d'argent. Mais c'est pas juste le NPD, parce qu'on voit aussi le Bloc, comme la semaine passée, ils ont voté avec les libéraux contre la motion... Mais le Bloc québécois n'a jamais été rien d'autre qu'un terrain de stationnement. Ah. Le Québécois regarde ce qu'il y a comme offre politique. Il dit ça me plaît pas. M. O'Toole, Justin Trudeau, pas vraiment. Et puis là, ils se tournent, puis ils s'en vont parquer leur vote. Puis à un moment donné, quand il y a une ouverture qui leur permet d'aller ailleurs, ils vont ailleurs. C'est assez unique comme phénomène, mais c'est ça le phénomène. Alors là, on sait que des élections fédérales vont avoir lieu entre aujourd'hui et dans 18 mois. Fondamentalement, c'est ça. On est quand même très proche des Américains. La politique canadienne observe de manière quand même... Tendance. Ouais, tout ce qui se passe aux États-Unis. Il va y avoir des élections américaines en novembre prochain, l'automne prochain. On n'a jamais eu d'élection en même temps au Canada et aux États-Unis. Je pense pas que ça va arriver. En 2008, c'était pas mal proche. Ouais. Je pense que c'était pas mal proche. C'est comme un mois là, environ. C'était proche. Et la même chose en 1988, George H.W. Bush, son élection avait lieu en novembre et celle de Mulroney également. Il y avait 2 semaines à peu près entre les deux. Oui. Mais alors, ma question est la suivante, c'est est-ce que... alors stratégiquement, là on sort un petit peu de nos croyances personnelles et de nos envies personnelles, etc. Là, mais stratégiquement, pour M. Trudeau, est-ce qu'il irait en élection cet automne à peu près en même temps que les Américains, ou est-ce qu'il attendrait un peu plus tard? Et je vais expliquer pourquoi je pose cette question. Il y a cette dame qui analyse la politique souvent, que vous connaissez sans doute très bien, Chantal Hébert, qui disait que si M. Trudeau, c'était à Tout le monde en parle, qui disait que si M. Trudeau avait eu comme adversaire Jean Charest, par exemple, comme chef du Parti conservateur, elle lui aurait souhaité de ne pas se représenter pour ne pas perdre. Mais elle lui disait... Monsieur Poilievre est votre meilleure chance. C'est pas moi qui dis ça, c'est Mme Hébert. Est-ce que, stratégiquement, d'essayer de le dépeindre comme Trump, etc., ça peut fonctionner au Canada, dans l'état d'esprit des Canadiens aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de grogne et de division, là? Ouais. Puis en même temps, je veux juste ajouter, est-ce que ce n'est pas dangereux de faire ça? En fait, c'était ma question d'après. Ouais. Exactement. Parfait. Faire quoi? De dépeindre, M. Poilievre. Il y a un danger à ça, parce que il y a plein de gens là, qui en ont marre de voir l'État canadien toujours dans leurs pattes, dans tout ce qu'ils font. C'est une vision de la politique, celle de Justin Trudeau, qui est pas mal loin de celle de la classe moyenne qui travaille dans les usines, qui travaille en agriculture, qui travaille un peu partout. Il y a un certain danger. D'ailleurs, on le voit, le danger. Il lui frappe dessus avec ça tant qu'il peut à l'heure actuelle. Puis Poilievre continue de monter. Il faut constater qu'il se passe quelque chose qui est particulier. Oui. Je me rappelle plus avec qui on a eu cette discussion-là. Le fait que, je sais pas pour vous, mais on voit dernièrement peut-être 2 ou 3... Dans la dernière année plus, là, les députés et ministres de Justin Trudeau qui commencent à utiliser une terminologie qui, moi, me dérange. Les politiciens extrémistes, the far-right policies, puis Trump-like policies, puis au Canada. Puis moi, j'ai un problème avec ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire, les termes extrémisme, far-right, il y avait un autre sens que je pense que tout le monde partout sur la planète ont dénoncé catégoriquement. Puis on retourne, il semble un peu... C'est le retour du nationalisme. Hein? Puis le nationalisme, quoi qu'en disent les séparatistes québécois, c'est la valeur de droite par excellence depuis que le nationalisme a été inventé lors du traité de Westphalie puis de tout ce qui a suivi par la suite. Je dis, le nationalisme, c'est la droite. Le PQ peut dire ce qu'il veut. Québec solidaire peut dire ce qu'il veut. On s'en balance. La droite, c'est le nationalisme.
dans tous les pays du monde, y inclut les États-Unis, quand on dit nationalisme, on pense à l'extrême droite. Quand on dit nationalisme en France, on pense à l'extrême droite. Quand on dit en Espagne, on pense à l'extrême droite. Quand on dit ça ici, on s'est inventé un monde où quand tu es souverainiste, comme ce mot qu'ils ont inventé pour remplacer séparatiste, on est à gauche. On n'est pas à gauche, on est à droite. La loi 21, c'est une loi d'extrême droite. La loi 96, c'est une loi d'extrême droite. Quand une majorité, au nom du nationalisme, se permet d'enlever des droits à une minorité, c'est parce qu'on est d'extrême droite. Et c'est ça qui est présentement en train de se passer dans le monde. Lâchez-nous avec vos histoires. Vous êtes nationaliste, vous êtes de l'extrême droite. Je ne peux pas voter pour vous. Parce que vous considérez que, puisque vous avez la majorité numérique sur un territoire donné, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les minorités. Bien, c'est bien une valeur. Moi, je suis pas dans ça. Il y a de plus en plus de monde qui est en train de réaliser c'est quoi le nationalisme. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est les conséquences que cela peut amener. Puis on le voit aux États-Unis, une société complètement polarisée. Puis si, comme Salim dit, ça prend quelques années avant que ça rebondisse chez nous, à quoi on va s'entendre? On s'attend à quoi après l'élection, la prochaine élection fédérale? Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Mais je comprends pas. C'est quoi qui inquiète? Poilievre est élu, disons. Moi, j'ai aucun problème. C'est juste dans la perception des gens et avec les catégorisations qu'on lance aux conservateurs aujourd'hui, j'ai peur qu'on tombe dans ce climat-là où les conservateurs, soudainement, deviennent l'équivalent du far-right et de Trump-like policy aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. Okay. Ça n'arrivera pas. J'entends des femmes que j'admire puis ils disent être contre Poilievre, puis tu leur dis pourquoi, ben d'abord l'avortement, mais Poilievre a répété au moins 25 fois qu'il ne permettra pas d'avoir de débat là-dessus s'il est élu premier ministre. Et si tu veux de plus, alors ils vont dire, oui, mais dans son caucus, il y en a 8 qui sont pour. La majorité au Canada se situe autour de 170, 175, quelque chose comme ça. Tu as 8 députés qui sont pour une chose. J'ai vécu ça, moi, à l'époque, avec M. Mulroney. On a eu un débat pour, une fois pour toutes, éliminer la peine de mort. Elle l'avait été, mais il y avait encore une porte ouverte. On l'a fermé, la porte. Dans son caucus, il y avait au moins 12-15 députés qui étaient en faveur de la peine de mort. Moi, l'espèce de comment dire, le bonhomme 7 heures qui se promène, hey, wow, Poilievre. Puis nous, les LGBTQ, mais c'est connu que le père de Pierre Poilievre est gay. Il a quitté son mariage parce qu'il vit avec un homme. Et j'ai rien contre ça. Et Poilievre, d'aller pense, puis il est proche de son père. Alors, tu sais, à un moment donné, ça devient totalement ridicule. Ouais. Par ailleurs, de me dire que je paye trop d'impôts, je pense que c'est le cas. De me dire que la fonction publique fédérale est devenue complètement gangrénée, ça aussi, je suis en faveur de ça. Puis je pourrais continuer comme ça. La taxation, tout ça, c'est le temps qu'on le remette en question, alors qu'au Canada, les libéraux avaient historiquement toujours gouverné, et n'importe quoi qui n'allait pas dans le sens de la pensée libérale était considéré comme extrémisme. Attention, là, soyons calmes, là, c'est pas le cas. Non, alors effectivement, là, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on est en train de faire de la caricature d'un parti politique. Alors, les questionnements qui se posent ou qui se posaient, à tout le moins, c'est plutôt pour faire un petit peu le lien entre la différence entre les courants conservateurs que au Canada, on a pu voir avec M. Mulroney, avec M. Diefenbaker avant lui, etc., versus les courants conservateurs aujourd'hui qui, au Québec, sont perçus comme des courants venant de l'Ouest canadien. C'est vrai, ils viennent de l'Ouest canadien. Et qui sont... Et autrefois, l'Ouest canadien disait ils viennent toujours du Québec. Exactement. Bon, alors c'est ça, effectivement. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Le temps file, puis je sais que vous avez d'autres obligations, mais on ne pourrait pas nous empêcher de parler un peu des funérailles d'État qui viennent justement d'avoir lieu. Vous avez eu quand même un honneur d'être sélectionné par la famille d'organiser tout ce gros puzzle-là, là. Parce que c'est littéralement ça. C'est pas facile de... C'est immense. C'est immense. Et d'abord, c'était pas prévu. Là. Parce que des affaires qui te font travailler 24 heures par jour, j'en ai vécu quand j'avais 30 ans, mais je suis plus capable maintenant. Alors, j'ai été obligé de m'imposer un rythme qui m'a rendu presque malade. C'est extrêmement complexe. D'une part, t'as la fonction publique fédérale
dont une division du ministère du patrimoine qui est justement là pour les occasions d'État, donc la fête du Canada, toutes les grandes occasions d'État. Donc ces gens-là sont là. Ensuite, tu as l'armée, ensuite tu as la GRC, ensuite tu as les services policiers, ensuite tu as tout le Parti conservateur qui veut être présent, puis il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Puis ensuite, il y a les artistes que tu engages, puis ensuite. Puis là, évidemment, il y a beaucoup en coulisses, il y a je ne sais pas combien de gens là, qui auraient aimé ça arriver chez eux le soir puis dire à leur femme « Hey, j'ai organisé les funérailles de Brian Mulroney. » Fait que des gens comme ça, il y en avait partout autour. Il fallait constamment garder le focus sur ce qu'on avait à faire. Ce qu'on avait à faire, c'était des funérailles d'État. C'est ça qu'on a fait. Elles étaient très belles. Je pense que, merci d'ailleurs, mais je pense qu'elles étaient très belles. Et juste un dernier mot, puis je disais ça à M. Lavoie avant qu'on commence, j'ai vraiment, vraiment aimé le fait que sa famille, et j'en ai pas vu tellement de funérailles d'État, mais elle était présente tous les jours, ils ont salué tout le monde, des milliers de gens qui ont passé, ils n'ont pas manqué une minute, un instant, dont l'épouse, ses enfants, les petits-enfants, c'était exceptionnel de voir. Je dois te dire que on s'attendait pas à ça. Nous qui étions en train d'organiser les funérailles en coulisses, il y avait tout un autre groupe qui se reportait à moi, qui s'occupait de la Chapelle Ardente à Montréal puis de la Chapelle Ardente à Ottawa. Il n'y avait aucun de nous qui était impliqué, qui s'attendait à ce que la famille soit là tout le temps. En fait, on leur avait dit, vous pouvez sortir, on a une pièce à côté avec du café, avec ce que vous voulez, des jus et tout. Ils ne sortaient pas. Alors, c'est impressionnant. Là. C'est très, très impressionnant. Là. Mme Mulroney, tout le monde, elle leur a parlé à tous. Ouais. C'était extraordinaire. Et la chanson de sa petite fille aussi. Exceptionnel. C'est un moment, là, Theodora Laypalm. Il faut que je la remercie, elle, bien sûr. Mais celui qui a joué un rôle, pas dans les coulisses, mais moins en avant, c'était Scott Price, le pianiste, qui est le chef d'orchestre de Céline Dion et qui a été le chef d'orchestre de Charles Aznavour dans ses tournées mondiales. C'est lui qui l'a pris sous son aile pour réussir à lui faire. Oh, wow. Elle chantait déjà cette chanson-là, là, mais pour la rentrer dans un univers ultra professionnel comme ça, je me souviens qu'il y avait des gens qui disaient « Mais ça n'a pas de bon sens, elle va craquer. Elle a juste 18 ans. Elle a chanté dans des mariages. Elle n'a jamais vu ça, une église comme ça. Elle va craquer. » Puis Scott Price m'avait dit « T'en fais pas. Elle craquera pas. Elle va me suivre, puis ça va marcher. » Alors, elle a pleuré au début, ce qui a donné un grand moment d'émotion, mais elle a repris. Et c'était d'une beauté extraordinaire. Puis la petite chanson qui accompagnait le cercueil à la fin, chantée par M. Mulroney lui-même. Meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. C'est impeccable. Merci beaucoup, Luc, de t'être prêté au jeu de Politiquement parlant. Ça a été un honneur pour nous de te recevoir ici et je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Revenez la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes de médias sociaux et des plateformes audio. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Plaisir. Bye.